et moi-même, Khadija Kinga. Pour ce faire, nous allons suivre le plan suivant. Un grand 1 généralité, un grand 2 diagnostic, un grand 3 traitement, un grand 4 évolution, un grand 5 pronostic et enfin conclusion. Comme généralité, nous allons définir l'atrésie de l'œsophage est une malformation congénitale caractérisée par une interruption de la continuité de l'œsophage associée ou non à une communication œsotrachéale. Comme intérêt, c'est une pathologie rare d'environ une naissance sur 5000. L'atrésie de l'œsophage présente souvent des malformations associées. C'est une urgence néonatale dont le diagnostic peut se faire en anténatal par écho précoce ou en salle de naissance plus fréquemment. Le traitement nécessite des mesures de réanimation. Il faut que tu parles un peu plus fort, Khadi. D'accord. On ne t'entend pas bien. Il faut que tu articules, tu essaies de parler un peu plus fort. D'accord. Le traitement nécessite des mesures de réanimation et la chirurgie. En guise de rappel, comme rappel physiopathologique, le diagnostic peut se faire in utero chez le fœtus, rappel physiopathologique, in utero chez le fœtus atteint d'atrésie de l'œsophage. Dès la 17e semaine d'aménorrhée, on note une absence de la déglutition du liquide amniotique qui va provoquer un hydramnios constant. À la naissance, on note deux mécanismes. L'alimentation ou juste la déglutition de la salive remplit rapidement le cul-de-sac œsophagien supérieur, ce qui va entraîner une inondation trachéobronchique. Cela va entraîner encore une toux, un encombrement, une cyanose et une suffocation. Ou bien le reflux du liquide gastrique dans les bronches en cas de fistule inférieure, réalisant le syndrome, une équivalence du syndrome de Mendelssohn. À chaque mouvement respiratoire, le liquide gastrique corrosif est aspiré jusqu'au niveau des bronches. Le nouveau-né déglutit dans sa trachée et respire dans son abdomen. En classification, on peut noter la classification de Ladd et Gross de 1953. Elle est basée sur la présence ou l'absence de fistule œsotrachéale et la localisation de cette fistule lorsqu'elle existe. On peut avoir cinq classes, 5 types. Le type 1, atrésie œsophagien sans fistule, œsotrachéale. Elle représente 10% des atrésies de l'œsophage. Le cul-de-sac œsophagien supérieur est borgne et éloigné. Les deux cul-de-sac œsophagiens sont borgnes et éloignés d'une hauteur d'environ 4 vertèbres. Et on note qu'il n'y a pas de fistule dans ce type. Le type 2, elle représente 1% des cas avec une fistule au niveau du cul-de-sac supérieur et un écartement similaire au type 1. Le type 3, elle représente 75 à 85% des cas, donc elle est la plus fréquente. Le cul-de-sac supérieur est borgne et dilaté. On note une fistule au niveau du cul-de-sac inférieur s'implantant à la face postérieure de la trachée. C'est une forme favorable. Le type 4, elle est pareille au type 3, mais l'implantation de la fistule à la face postérieure de la carène ou de la branche souche droite. L'écart est parfois important. Le type 5, elle représente 1 à 2% des cas. On a 2 fistules, une supérieure et une inférieure. Les extrémités œsophagiennes, en général, sont proches. Comme chapitre de diagnostic, comme diagnostic positif,
à la période, on peut avoir à la période anténatale, on peut faire le diagnostic avec l'échographie obstétricale morphologique du réalisé entre le 23 et la, et la 26e semaine d'aménorrhée. On peut noter des signes indirects tels que l'hydramnios, la non-visualisation de l'image gastrique ou un petit estomac, la dilatation de l'œsophage cervical. Et le diagnostic peut se faire aussi à l'IRM fœtal, qui est plus sensible. L'IRM permet très souvent de visualiser les deux cul-de-sac et de mesurer les distances entre eux. Cependant, la visualisation de la structure n'est pas évidente. Si le diagnostic n'est pas fait en anténatal, il peut aussi se faire à la naissance en salle d'accouchement par le cathétérisme œsophagien lors de la vérification de la perméabilité de l'œsophage. La montée d'une sonde de calibre 10, pas trop rigide ni trop souple, but à 10 cm des arcades dentaires ou s'enroule et l'injection de 10 cc d'air n'est pas perçue à l'auscultation de l'estomac. Pour le diagnostic, on doit faire la radiographie thoraco-abdominale en mettant une sonde en place. Voici l'image stipulant la réalisation du cathétérisme œsophagien. Au stade postnatal tardif, on peut noter des signes fonctionnels tels qu'une détresse respiratoire, une hypersalivation, des fausses sautes spontanées, une suffocation, une dyspnée lors des tentatives d'alimentation. Comme signe physique, on peut avoir une mousse aux lèvres, une cyanose, des râles crépitants et des ronchis. Un ballonnement abdominal, plus distension gazeuse, la montée de la sonde qui bute à 10 cm des arcades dentaires ou bien qui s'enroule. Le diagnostic se fait aussi à l'examen paraclinique, tel que la radiographie thoraco-abdominale. Elle est réalisée avec une sonde œsophagienne en place, après y avoir injecté un peu d'air, 10 cc. Elle visualise le cul-de-sac supérieur avec la sonde qui y bute ou s'y enroule. Elle peut aussi voir le type anatomique qui affirme la fistule œsotrachéale inférieure si elle existe, grâce à la présence d'air dans l'estomac. Elle précise aussi l'état pulmonaire et recherche les malformations associées, précise la position de l'aorte. On a l'image de la sonde qui est là, qui s'est enroulée à la radiographie thoraco-abdominale. Sur la deuxième image aussi, on a l'image de la sonde qui bute au cul-de-sac supérieur de l'œsophage. L'échographie permet aussi de dépister les malformations associées